cours des 1000 derniers jours, je suis passé d'ingénieur à vidéaste freelance, à dirigeant de petite agence vidéo, à expert YouTube. Maintenant, mon projet il est véritablement lancé. J'ai des clients tous les mois qui arrivent de manière prédictible, des clients aussi réguliers. Je fais ce que j'aime, c'est très bien payé, je peux le faire de n'importe où, c'est super cool. Mais pour arriver là, il y a eu tout un tas de galères et tout un tas de trucs que j'ai appris sur la route du coup que j'aurais adoré savoir. Alors bien sûr, mes résultats, il y a des gens qui ont des résultats 100 fois plus gros, mais c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est juste de partager mon aventure, de dire ce qui m'a aidé, dans l'espoir que ça puisse du coup inspirer ou aider d'autres personnes sur la route, à savoir vous. On va cadrer un peu les attentes sur cette vidéo. Je vais en gros vous raconter mon histoire et toutes les étapes, tous les obstacles qui se sont dressés et à chaque fois comment ça s'est passé pour les surpasser, à savoir la peur de se lancer, la peur de quitter les sentiers battus, le plafond de verre du freelancing, comment le briser, la perte de sens après aux commandes d'une petite agence où tu sais même plus trop pourquoi tu fais ça, jusqu'à la gestion du regard des autres, etc. etc. Et en fait, à chaque palier, il y a eu des compétences qui ont été nécessaires du coup à développer, mais surtout, je pense, du mental, de l'état d'esprit, du travail, des déblocages mentaux. Et c'est plutôt sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. En tout cas, on va bien se marrer aujourd'hui. Notre histoire, elle commence... J'étais en études scientifiques, du coup, au lycée. J'avais des très bonnes notes et tout, et du coup, les profs disaient « Bon, va dans une grande classe préparatoire et c'est cool ». Et c'est ce que tout le monde faisait. Moi, ça me chauffait pas trop, parce que aller dans un truc ultra concurrentiel où il va falloir travailler très dur pour avoir les grandes écoles, ça me paraissait pas très worth. Et du coup, le premier glitch, ça a été de dire, bon ok, les gens vont en prépa en fait pour aussi le statut social et parce que c'est le truc normal. Est-ce qu'il n'y a pas un glitch et une autre voie dérivée qui va être plus simple et plus smart quoi. Et du coup, à la place, je suis allé en fait dans un DUT, donc ça s'appelle BUT maintenant. Quand tu disais que tu allais dans un DUT, les profs ils étaient là genre ok. Et donc j'arrive dans le DUT et en fait ce qui se passe dans ce DUT c'est que du coup le niveau global il est plus faible qu'en prépa. Donc la compétition elle est plus faible et du coup tu peux plus facilement tirer ton épingle du jeu et faire des résultats de ouf. Et en fait, si tu veux avoir vraiment les meilleures écoles de France, le top c'est vraiment d'être major de promo. Moi j'avais un pote qui était à Centrale Supélec, donc en gros je crois que c'est la deuxième meilleure école de France après Polytechnique. Et il m'avait dit, il faut être major de promo en DUT pour aller dans cette école-là. Mais cette école-là c'est un truc de fou furieux, sur les 200 écoles c'est la deuxième meilleure et bref. Et du coup les gens en prépa ils se tuent leur race pour aller là-bas. Et il y a seulement le top, la crème de la crème qui peut prétendre à y aller quoi. Et moi je me dis bon allez vas-y on va tenter ça. Le problème c'est qu'en DUT je fais donc la première année je fais deuxième de promo. Donc c'est très bien mais du coup c'est pas le full opti truc pour avoir la meilleure école du game quoi. Et là je trouve un deuxième glitch sur la route, c'est qu'en fait la deuxième année de DUT tu peux aussi la faire en alternance. Et la classe d'alternance tu passes d'une promo de 100 personnes à une classe de 30 personnes en gros. Donc c'est beaucoup plus facile d'être premier sur 30 que premier sur 100. Surtout quand tu sais que le seul mec qui est devant toi ne va pas dans la classe d'alternance. Du coup, moi je vais dans cette classe d'alternance. Donc encore une fois, la classe d'alternance généralement c'était pas les gens trop chauds qui y allaient quoi. C'était plus ceux qui voulaient aller dans le monde du travail et tout, plus tôt, machin. Donc pareil, il y avait un petit côté, mais qu'est-ce qu'il fait ce bolos? Et donc là, le gros glitch c'est que du coup sur ma fiche de poursuite d'études, maintenant c'est marqué... C'est pas marqué 1 sur 30, c'est marqué genre rang 1. Donc c'est marqué major de promo. Donc du coup, je me fais prendre à Centrale Supélec. Donc à ce moment-là, je suis au top quoi. En plus, à l'IUT, le moment où tu envoies tes dossiers, c'est genre en février ou mars de la deuxième année de DUT. Ce qui veut dire que de mars à juillet, tes notes ne sont plus comptabilisées pour en fait les poursuites d'études. Donc en fait, de mars à juin déjà, du coup, tu es en mode chill de la life avec tes amis et en plus t'apprends que t'es pris à Centrale, donc là une école trop cool. Tu rajoutes une petite amourette d'été en bonus pour que vraiment ce soit le top du top et arrive du coup la rentrée et qui est la descente aux enfers absolue où j'arrive en fait à Centrale. En fait moi je m'attendais à arriver à Poudlard, je m'attendais à un truc de fou, hein. On m'avait vendu un truc de fou et je pensais que ça allait être ultime et j'arrive à Centrale. En fait c'est nul à chier. On ne comprend rien au cours pour commencer, ce qui est un peu dommage quand ça remplit 80% de ton emploi du temps quoi. En fait, je regarde le tableau, il y a le prof qui écrit des trucs et qui explique des trucs. Et je regarde le mec à côté de moi, il me regarde, personne bite rien.
Et moi, encore moins, parce que moi, je venais de débuter, donc j'étais encore moins, moins armé que les autres dans le truc, qui avaient fait plus de maths et tout ça. Et genre, je me dis, 3 ans, ça va être un peu long. Ça va être un peu chaud. Là, c'était la grosse douche froide, parce que tu passes d'un moment où tu es au top à un moment où tu te barres de ta ville. Tu vas dans le nord, c'était à Rennes la première année. Tu te retrouves face à des cours, tu comprends rien. C'est la fin de l'été, t'as l'automne, il se met à pleuvoir, ça pue le seum. Et moi, je me souviens, un vendredi, je rentre à la résidence étudiante après les cours, quoi. Et genre, j'ai rien compris de tout ce qu'on a vu aujourd'hui en cours. Et je suis là, face à mes feuilles, il y a des trucs écrits, mais genre, si c'était des hiéroglyphes ou du chinois écrit sur ma feuille, ça aurait été genre exactement pareil. Et je me dis, en l'état, je vais pas réussir à valider l'école. Donc, seum complet. Donc pendant 1 minute ou 2, je suis vraiment pas bien. Au point que je sens presque les larmes monter en mode mais là je vais pas, ça va pas le faire et tout. Comment on fait? Je me switch un petit peu d'état d'esprit, je me dis bon, ok, ça m'a saoulé. On va arrêter de faire la victime là et on va défoncer le truc parce que voilà, ils m'ont saoulé. Donc j'envoie un message à un pote qui est une bibliothèque de référence musicale. Je lui dis écoute, j'ai besoin de force là, est-ce que tu pourrais m'envoyer une playlist de tes sons les plus énervés? Il m'envoie une playlist et là je suis passé en mode charbonneur. J'ai travaillé les cours comme un acharné pour valider le truc. Bah, du coup j'allais à la salle de sport pour me défouler. En 1 mois, je crois que j'ai pris 4 kilos à force d'aller pousser de la fonte et enfin pas de travailler du coup, mais ouais, voilà, vous avez compris. Et finalement, cette déterre-là m'a permis de redresser la barque. Et là, en fait, le truc que j'ai appris à ce moment-là, je pense, c'est que tout est lié. Le fait d'être passé en mode déterre, je suis aussi allé à la salle de sport. Et du coup, à chaque fois que tu vas à la salle de sport à 22 h et que tu es en train de pousser des poids et tout, en fait, tu te renvoies aussi l'image que, ok, là, je suis un gars déterre. Et c'est ton identité tout entière qui change, en fait. Et ça va se répercuter sur toutes les autres actions du coup de la journée, de la semaine et du mois et de la vie, parce qu'elles vont être définies par cette nouvelle identité-là, quoi. Ok, là c'est bon, je commence à valider les cours, ça va le faire. Si je continue tranquille comme ça va le faire. Et alors là vient la 2e année d'école d'ingénieur. Et alors la 2e année, en fait on se fait rapatrier sur le campus à Paris avec les 800 autres étudiants de la promo. Bah j'arrive du coup sur ce campus. Au premier abord, ça a l'air d'être cool, parce qu'il y a plein d'événements, d'associations, il se passe plein de dingueries, etc. Mais je me dis, très vite en fait, je me rends compte que, en fait, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc bizarre derrière tous ces étudiants-là, qui se surinvestissent dans des projets d'associations, qui se démontent le crâne, qui font des fêtes de fous, et qui la journée sont genre comme des logs sur leur table, où tu as l'impression qu'ils ont envie de tous crever d'être là. Et moi aussi, hein, je détestais les cours qui étaient dispensés là-bas. Et en fait, je me dis, c'est quoi cette mascarade géante, quoi? C'est quoi cette pièce de théâtre géante où genre là, on est assis toute la journée, on a 20 ans, il y a un monde de fou dehors, et là, on est assis, on écoute un mec qui a l'air d'être aussi déprimé que nous, on écoute un truc où on s'en bat les couilles pour faire un métier où on s'en bat les couilles. Parce qu'à côté, j'étais en entreprise aussi, et bah, je voyais bien que j'aimais pas et que voilà, il y avait plein de gens qui n'avaient pas l'air non plus de vivre leur best life. Et du coup, je me dis, mais ok, mais là, il faut qu'on se bouge le cul, tu vois, faut qu'on trouve un autre moyen de vivre notre vie. Enfin, je vois aussi sur Internet qu'il y a des mecs qui font des business en ligne, qui font des trucs. Je vois ça de loin, je sais pas trop ce que c'est, mais ok, là, le deal, est-ce qu'on accepte vraiment le deal de passer 3 ans le cul sur cette chaise, puis de passer 20 ans dans des boîtes à s'emmerder et attendre le week-end, quoi. Ce qui était à peu près la promesse à ce moment-là, quoi. Je passe en mode service minimum sur les cours, et on va faire des projets. Et mes premiers projets, c'était, bon, évidemment, de la grosse daube, mais au moins, j'étais dans l'action. Donc, et puis voilà, je vais de projet en projet, jusqu'à tomber sur, du coup, la réalisation vidéo. Ça, pour le coup, j'en faisais en amateur depuis 12 ans, genre, depuis 10 ans, mais vraiment à l'arrache, pour le fun. Et je commence à avoir des vidéos sur YouTube, voilà, regarder comment on fait et tout. Et en fait, j'accroche vachement bien au truc. Je commence à trahir le truc. À tel point que pendant que j'étais en entreprise, en fait, je geekais des tutoriels de trucs vidéo parce que de toute façon, ça me faisait le taf, j'aimais pas, et en plus, je n'arrivais pas. C'était trop. En fait, j'étais dans un truc, c'était de la microélectronique pour l'astrophysique, un truc où faut être un gros geek du truc, quoi. Faut être un nerd, genre, tu sais pas, ouais, je m'intéresse un peu au truc et ça va le faire. Non, c'est tout ou rien. Et là, ils annoncent
le coronavirus. Je m'empresse, bam! Je lâche 3000 boules dans une caméra et 2 objectifs, un Nikon Z6 qui me filme actuellement d'ailleurs. Ah non, ça c'est le deuxième. Mais bref, je reçois un message de la boutique de photos qui me dit « Votre colis est arrivé, vous pouvez passer le chercher ». Je passe le chercher et le soir même, tous les commerces fermés. Et après, confinement. Et alors là, confinement, ok, à partir de maintenant, les cours et le travail, ça va être en visio chez toi. Moi, dans ma tête, j'ai entendu, ça devient facultatif, quoi. C'est comme ça que je l'ai compris. Je crois que je n'ai jamais appris une discipline aussi vite que pendant ce confinement, c'est-à-dire que pendant les 2 mois, alors déjà, j'ai pas eu l'impression de travailler. En fait, je me suis amusé. Je me suis amusé, mais au fur et à mesure, du coup, j'ai step up mes skills. Et vraiment, dans les 2 mois de confinement, je suis vraiment passé de je suis un gros noob en vidéo à j'ai le niveau suffisant pour en vivre, quoi. C'était excellent. Et du coup, à l'issue du confinement, un premier mec me contacte pour un projet, pour devenir client. Donc trop cool. Un ami d'amis, il m'appelle, on discute et tout, j'ai fait ouais, on peut faire le truc et tout. Et là, il me dit une phrase qui allait tout changer. Il me dit, bon écoute, pour le projet après, bon, tu me diras, bon moi j'ai un budget, c'est vrai, j'ai 2000 € pour le projet. Et là, dans ma tête, ça explose genre. Alors attends, laisse-moi faire le calcul, 2000 €. Moi je suis en alternance, je suis payé 1002. Ce projet, j'aurais pu le faire gratos parce que ça m'amuse. Ça va me prendre un petit peu de taf, mais si ça me prend une semaine de taf, c'est bien le bout du monde. Et tu me proposes 2000 €. Oui, du coup, no-brainer, là je le fais. Et là dans ma tête, il y a un shift qui se fait de ok, en fait, là il y a une autre voie possible qui existe et qui est réelle. L'argent est sur mon compte. Ça existe vraiment. Je finis mes études d'ingé et j'ai 2 autres potes dans la vidéo aussi qui me disent bah viens, on fait un truc à 3 et on casse le game. L'idée c'était d'aller voir toutes les écoles d'ingénieurs, de commerce et tout de France et de leur faire une communication ultime et de leur faire des sortes de packages un peu à l'année ou des trucs un peu voilà et puis de lancer un biz. C'était ça l'idée. Donc moi je suis enthousiaste et je me dis let's go. Donc là à ce moment-là, ce qu'il faut se dire c'est que les autres gens dans la promo ingénieur, ils partent en mode moi je pouvais prendre des tafs dans XY boîte, toucher 45K, je sais pas quoi. Et toi t'es là en mode je vais faire des vidéos les mecs. Et du coup c'est un peu random quoi. Et j'ai pas envie d'amplifier, d'exagérer le truc, mais il y a un petit côté genre les gens ils sont autour de toi, ils sont là genre ok d'accord, ok Claude. Bon j'exagère un peu mais en fait globalement c'est ça. Et le plus gros frein mental à ce stade-là, parce que là je dis en mode ouais tranquille, mais c'est qu'en fait quand tu es dans une entreprise ou une école ou du moins une tribu sociale, c'est comme si tu étais dans un fleuve qui va t'emmener avec lui. Pour le meilleur ou comme pour le pire. Ça se trouve le fleuve il va pas du tout où tu veux, mais tant que tu y restes, il va t'emmener là-bas. C'est-à-dire que le simple fait d'être à côté à la machine à café de gens et qui vont parler de petites discussions, ça va infuser leurs idées sur toi. Et le truc de « Ah, lui, il a été promu, ah, il est devenu senior, machin, ah, c'est cool. » Tu sais que, ouais, oui, il vient de passer manager, machin. Et ça, en fait, ça t'installe un peu des trucs de « Putain, ça, c'est vrai que ça pourrait être cool aussi. Ce serait peut-être plus safe. » ou genre, en fait, cette tribu sociale va valoriser des choses. Et du coup, dans ton système de valeurs, elles vont un peu se valoriser insigneusement. Mais ça se trouve, c'est pas du tout ce que tu voulais à la base, en gros. Moi, je l'ai beaucoup vu à EDF, à machin où t'écoutes les gens, ils sont en cabinet de conseil, etc. Ils sont dans leur track et en fait tout le reste s'éteint comme s'il n'y avait que ça qui était possible. Et si toi tu te laisses emporter, c'est super dur d'en partir parce que ça implique de recabler son cerveau presque et ça implique aussi d'assumer le coût en fait de changer de tribu, de changer de chemin, le regard des autres et puis aussi le regard des autres pendant que tu vas commencer sur ton chemin, que tu vas galérer. Et eux qui seront du coup plus faciles et qui te regardent en mode mais tu fais quoi frère? Du coup, en fait c'est un peu style tu veux traverser la Manche et il y a tout le monde qui sont là sur leur yacht et tout. Et toi tu dis non moi je vais y aller avec ma barque et tout parce que je sais que cet endroit là il est mieux mais je repars de plus bas que vous tu vois. Et du coup toi t'es là en train de pagayer comme un clochard et les gens ils avancent à côté et ils se disent ils vont plus vite, plus fort et ils se disent mais vas-y pourquoi tu fais ça quoi? Et sauf qu'en fait ça va pas au bon endroit leur truc. Cette parenthèse étant close, on arrive sur notre projet d'association avec mes potes. Et alors là, on passe en mode charbonneur de la vie et on se dit on va démarcher les écoles, etc. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les compétences pour faire ça. Donc du coup, on y va en mode gros bourrin.
on enregistre des vidéos personnalisées, genre où on s'adresse personne par personne aux directeurs de la communication des grandes écoles pour mettre le pied dans la porte, etc. et leur vendre des projets, quoi, en gros. Et en fait, du coup, concrètement, c'est-à-dire que tu vas stalker 300 personnes sur LinkedIn, tu vas copier, coller, essayer de trouver leur mail, machin, grâce à des différents logiciels, te faire une liste. On écrivait même des petits icebreakers pour chaque mail. Après, on enregistrait les 300 vidéos. Faut être fou. On les montait, on se faisait trop chier, et on leur envoyait en setupant, mais il y avait même la miniature de la vidéo qui était personnalisée, etc. On faisait ça avec l'Emlist. Et voilà. Et nous, en fait, c'était excitant parce qu'il y avait le côté, on est trop en train de disrupter le game et tout, notre approche, elle est trop cool. Il y a des rendez-vous qui tombent quand même, genre on a eu une trentaine de rendez-vous grâce à cette méthode, étalée sur 2-3 mois, ce qui est nul à chier. Mais sauf que comme on ne savait pas, en fait, on connaissait pas les standards, enfin on n'avait pas d'attente et ni de compétences, donc on faisait n'importe quoi. Et bref, on fait tout ça, on mène ces 30 rendez-vous avec les directeurs de la communication. L'idée, c'était de connaître leurs besoins, de leur poser des questions, pour après faire une espèce de livre blanc où on récapitule tout ça, leur envoyer, leur donner de la valeur plus ou moins, et essayer de travailler avec eux, quoi. Bon, c'était un peu foireux hein, comme approche. D'ailleurs, c'était un fiasco absolu, et c'est là que se faire accompagner, ça peut être vraiment bien, parce que bon, c'était quand même une expérience, mais on aurait pu le faire 3 mois et dire ok, arrêtons la casse ici et puis on passe à autre chose. Mais en fait, on s'est obstiné dans le truc, parce qu'on s'est enfermé dans un truc mental où on était dans notre bulle et on commençait à être un peu déconnecté de la réalité du terrain, etc. Et on était chez nous, on faisait nos campagnes de prospection de psychopathes, mais c'était pas une approche viable, et on était dans une sorte de biais du statu quo, de on continue, une escalade d'engagement, un peu comme quand tu as attendu l'ascenseur 30 secondes et que tu te dis bon maintenant ce serait con de prendre les escaliers alors qu'il va peut-être arriver. En fait c'était ça, sauf que du coup on est resté dans ce statu quo là quasiment 1 an. Alors évidemment on a testé plein d'autres trucs, on n'a pas fait que ça, mais globalement on a testé que des trucs qui marchaient pas, et même notre collaboration globalement ne marchait pas. Donc là, je pense qu'il y a un apprentissage à ce niveau-là aussi. Et cet apprentissage, c'est que c'est bien en fait de théoriser des stratégies, machin, de réfléchir dans sa chambre, mais le mieux c'est quand même d'aller rencontrer du monde, d'être au contact du marché, au début d'être humble, de donner de la valeur aux gens, etc. avant d'espérer recevoir, d'être là pour apprendre au début au lieu d'être là pour vendre, et ça je vais venir juste après encore, et surtout de se faire accompagner si c'est possible, parce que en vrai, si on s'était fait accompagner, là, c'est 12 mois, on aurait pu les faire en 30 jours. Et du coup, le coût de cet apprentissage, c'est 11 mois, 11 mois de sacrifice pour rien, quoi. On a appris quand même des trucs sur la route, hein, j'abuse, mais pas grand-chose par rapport au prix, en fait. Et puis aussi, l'association qui marchait pas, c'était un truc de... On n'était pas si complémentaires que ça, finalement. Et du coup, on se tirait tous dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'après, d'ailleurs, quand on s'est séparés, chacun a fait son chemin et chacun a beaucoup plus performé que quand on était ensemble. Parce qu'en fait, ça collait pas, et du coup, on tirait pas dans le même sens et c'était contre-productif. Et je pense qu'il y avait une espèce de statu quo là derrière aussi. Comme quand tu restes dans un appart que t'aimes pas parce que t'as la flemme de changer, comme quand tu restes dans une relation que t'aimes pas parce que t'as la flemme de changer, un peu pareil. Mais c'est une flemme, je dis flemme, mais en fait, c'est un truc un peu plus insidieux. C'est la zone de confort, c'est le truc, quoi. Bon, vous voyez l'idée. 1 an plus tard, on se sépare, et moi j'ai plus de clients en fait. J'ai plus de clients parce que j'avais rejoint mes potes, on avait développé leur truc, et moi je suis à Walp. Je suis à Walp, et là je repars de zéro, et du coup, là c'était chaud parce qu'il y avait le truc de, là j'ai plus de clients, et j'ai plus mes potes non plus sur qui m'appuyer, machin, je suis solo, livré à moi-même. Vas-y, il va falloir trouver des trucs parce que là je suis dans la sauce, quoi. Et surtout, je ne connais personne, je connais personne, tu vois. Genre, je connais personne qui a fait ça. Dans ma famille, personne n'a fait ça. Dans mes potes, personne n'a fait ça. Je suis en mode, solo de la life, quoi. Et du coup, là encore, j'ai changé d'approche, du coup. Je me suis dit, bon, on a essayé la prospection, on a essayé de se prendre pour des génies du marketing, je sais pas quoi, en croyant qu'on allait faire des miracles. Ça n'a pas marché. Je vais remettre un peu les pieds sur terre et je vais passer en mode humilité. Je vais contacter la tonne de mecs pour apprendre, je vais leur poser des questions. Je vais leur rendre des services si je peux, je vais me rendre utile comme je peux, et je verrai et on verra ce qui se passe. Et donc là, je suis passé en mode ok,
j'ai contacté, du coup j'ai pris plein de fondateurs d'entreprises dans mon réseau des anciens de l'école. Et parmi eux, il y en avait qui avaient créé une agence vidéo. Et donc eux, du coup, je leur ai proposé, j'aimerais bien vous donner un coup de main en fait sur un tournage, gratos quoi. Et puis moi, ça me permettra de voir un peu comment vous travaillez, etc., de me former aussi, donc en mode échange de bons procédés. Donc là, ils me disent vas-y, go. Et suite à ce tournage, ils me proposent en fait, viens bosser avec nous en freelance, chef de projet, machin, un peu, voilà, ça fera un recurring tous les mois, etc. Et là, je me dis, putain, déjà, rien que là, c'est en 30 jours quoi. Là, ils m'ont déjà proposé un truc où, en gros, c'était, je sais plus exactement ce que c'était le deal, mais c'était en mode, je travaillais 2 semaines avec eux, prenais entre 2000 et 2500 euros de CA avec eux. C'était pas un truc de ouf, mais et j'apprenais aussi. Et j'étais pas tout seul chez moi à rien faire, quoi. Parce que, du coup, c'est vrai que quand tu repars de zéro et que tu sais pas trop quoi faire, en gros, tu te retrouves face à un agenda vide. Tu sais pas ce qu'il faut faire au début. Et c'est ça le pire, en fait. Le début, c'est vraiment le plus dur. Genre maintenant, ce serait hyper simple de tout refaire. Les 2 premières années, je pense que je pourrais les refaire en 3 mois, mais parce que je sais faire maintenant. Mais au début, c'est horrible en fait. Tu sais pas quoi faire et ton estime de toi, elle commence à se dégrader aussi parce que du coup, tu te dis putain, mais je fais rien, genre j'ai plus de valeur quoi. Genre mon temps, il a plus de valeur en fait. Tout le monde s'en fout. Je tourne des trucs, il se passe rien. Je produis plus rien, mais c'est même pas que je veux pas, c'est juste que j'arrive même plus à enclencher les opportunités et tout. Donc ça, c'était le moment un peu rude. Et puis là, du coup, d'avoir déjà ce premier deal avec cette agence où je sais que j'ai la moitié de mon emploi du temps qui est rempli, où je vais apprendre et gagner un premier socle de CA pour commencer à remplir les mois, là, c'était vraiment cool. En fait, j'ai eu aussi d'autres clients qui ont commencé petit à petit à arriver, mais ça a pris du temps. Parce que j'avais fait aussi du réseau, j'avais rencontré du monde, etc. Et là, j'ai travaillé comme ça avec une grosse boîte. Qui dit grosse boîte dit on fait un gros projet, etc. Donc là, on avait fait un projet à 6K à ce moment-là. Donc du coup, ça fait que je commence à faire mes premiers mois genre à 8000 euros de CA, un truc comme ça. Et je fais ok, là, ça y est, on est parti là. Sachant que quand on était en association et tout avec mes potes, on faisait pas des mois comme ça, tu vois. Il y a encore cette notion d'identité qui revient, de ok, maintenant, je suis un gars qui commence à tourner, ça commence à le faire quoi. Donc ça c'était vraiment un soulagement genre de fou quoi, ok, on commence à voir un peu l'autre côté. Mais malgré tout, c'était pas encore la fiesta parce que vous pouvez très bien avoir un mois où j'avais que dalle et du coup j'avais juste un petit peu avec l'agence quand même, mais c'était pas la folie furieuse quoi. C'était pas gagné du tout quoi. Donc là ce que je fais, c'est que je me dis ok, je vais essayer maintenant d'aller à un max d'événements du game. Donc je suis allé sur des events à Paris, etc. Chez Flomodia par exemple, s'ils nous regardent, on les embrasse. Et il y a un truc qui a été game changer, et ça c'est une histoire de zinzin. Un jour, et je vois une notification, Ruben Tayeb est en live, etc. C'est un mec de LinkedIn, qu'on embrasse aussi, qui avait 70 000 followers à ce moment-là, je crois, qui animait une émission en live qui s'appelle le Call Club, où ils font du call call en live, genre ils appellent démarchage commerciaux et tout. Et du coup, il est avec Enzo Colucci et Julien Bouy, qui sont deux sales aguerris, qui font les call calls en live et tout. Je regarde une fois ou deux, machin, je me prends même au jeu à faire 2-3 call calls pour le fun. Et un jour, je suis en soirée à Paris avec des amis, et je me dis, vas-y, on va pimenter la soirée. Et du coup, je vais voir des gens au pif en terrasse devant un bar. Donc voilà, j'espère que la soirée se passe bien pour vous. On cherche une boîte de nuit où aller avec mes amis. C'est où l'endroit où vous avez passé la meilleure soirée de votre vie, quoi. Et ils font aller au June, machin. Ok, tac, je commande un Uber. 5 minutes après, il y a un van qui arrive, on monte dedans, il nous pose au truc. Et dans le June, à 4h du mat, je vois un mec comme ça avec un bandana et je fais mais ce serait pas le mec du Call Club ça? Et du coup je vais le voir et c'était du coup Enzo Colucci, qu'on embrasse s'il nous écoute, du Call Club. Et il me dit viens à notre soirée, la Call Night c'est tel soir, etc. Viens à notre soirée. Je fais vas-y, ouais, trop bien. Et du coup je me ramène à la soirée. Mais avant d'aller à la soirée, je me dis ok, je kiffe leur émission. J'ai 2-3 jours off après la soirée où j'ai pas de projet et puis je reprends avec l'agence le lundi quoi. Mais il y a peut-être une cartouche à jouer. Et du coup je prends ma caméra en allant à la soirée. Je kiffe bien ce que vous faites. Moi je suis vidéaste. Je voulais vous proposer là de vous prendre 5 minutes, petite interview, de vous faire une petite vidéo de la soirée souvenir. Ça me fait plaisir, je vous l'offre. Si elle vous plaît, vous la publiez. Si elle vous plaît pas, vous la publiez pas et c'est tout quoi. Ils disent ouais vas-y chaud, j'accepte et tout. Donc j'interview du coup Enzo, Julien et Ruben. Et je fais la vidéo de la soirée. Je rentre chez moi, je me dis bon, là c'est le moment où il faut faire le meilleur montage de ma vie. Et donc je me chauffe et je fais un truc sympa. Je leur envoie. Et là ils kiffent, ils la partagent et ils me disent merci beaucoup machin. Et il y a Ruben du coup qui me dit mais mec viens avec moi, on va faire des vidéos sur des events et tout. Donc du coup
Ruben me tend une perche de malade, et ensemble, bah du coup je vais avec lui, et on va faire des vidéos sur des events, mais en fait il connaît tout le monde le mec, donc du coup il me présente tous les gens du game. On s'est même retrouvé à la soirée de José Garcia, de lancement de sa marque de rosé, le rosé Garcia qu'il y a dans tous les TGV là, bah on était à la soirée avec José Garcia en train de boire du rosé, enfin bref, que des trucs de zinzin. Il a une telle notoriété en fait Ruben, que quand il poste une vidéo et qu'il me tag dessus, et que moi j'ai fait une bonne vidéo, je me suis chauffé, bah en fait, du coup, j'ai de la demande qui se met à tomber fort, quoi. Là, du coup, c'était l'apprentissage à ce niveau-là, c'est le côté power move. C'est en fait, au début, ça sert à rien de faire trop compliqué, je pense, hein, en tout cas, surtout pour des boîtes de services comme ça, où t'as pas besoin de 10 000 clients. Là, je parle pas pour lancer un SaaS, j'en sais rien, pour lancer un e-commerce, j'en sais rien, plein de trucs où j'en sais rien, mais pour une boîte de services, en fait, c'est vraiment de l'humain et c'est qui tu connais, et c'est comment tu peux mettre le pied dans la porte, tu peux te rendre... Comment tu peux devenir l'option évidente, quoi. Et du coup, en faisant ça, en fait, quand tu te mets à leur place, c'est que des offres irrésistibles tout le long, quoi. C'est genre, tu veux que je te fasse une vidéo gratuitement? Oui. Tiens, elle est livrée très rapidement, elle est quali et tout. Ok, bah travaillons ensemble. Et du coup, ça leur évite de devoir trouver un mec, de devoir tester, tomber sur un mec pas assez bon ou des trucs comme ça. C'était super cool, mais là encore, j'allais être confronté à un problème. C'est qu'en fait, je commence à prendre plein de petits projets, mais je vis encore dans la peur, en fait. Dans la peur que ça s'arrête. Parce qu'en fait, tu te dis, j'ai passé un an avec mes potes où c'était l'enfer de on n'a pas de projet et on est des galériens de la vie. J'ai vu ce que c'était d'être tout seul et d'avoir rien dans ton agenda et où t'es pas au top. J'ai vu à quel point ça pouvait éroder insinueusement l'estime de soi aussi, tu vois. Moi, la mienne était restée quand même suffisamment haute pour avancer, mais j'ai bien vu quand même le différentiel arriver. Et là, je suis sur une vague, mais si tout s'arrête demain, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça me conduit à accepter tout ce qui passe, tous les petits projets freelance, tous les trucs, je vais prendre 500 balles par-ci, par-là, etc. Mais ça fait que je cours H24. Et là, je travaille, mais comme un zinzin. Donc, je travaille full, trop tard, tous les jours, des tournages le week-end, des trucs comme ça. Je fais des chiffres corrects, tu vois, mais enfin, c'est même bien, hein, genre, enfin bien, ça veut rien dire bien, mais en gros, je sais plus, c'était, globalement, j'étais entre 5 et 10K par mois de CA, 10, c'était vraiment les très très gros mois, c'était un peu plus rare, 5, c'était plus petits mois, on va dire, j'étais à 6, 7, 8, quoi, en général. C'était ok, mais par contre, à quel prix? Parce que là, on dit les chiffres, mais je me foutais en l'air, quoi. Genre, je travaillais comme un fou, un fada. Et c'était la peur aussi de manquer, etc., qui me conduisait à faire ça. Et un jour, je rencontre Nathan Laillé, qu'on embrasse s'il nous écoute, sales coach. Il me fixe un rendez-vous. Eux, ils accompagnent les freelances et les entrepreneurs, etc., à devenir bons en sales, en vente, quoi. Très très fort, le Nathan, parce que je me rappelais même plus qu'il y avait le rendez-vous, pour être honnête. Je me souviens très bien, je rentrais de tournage de Nantes. À 20h, je vois mon téléphone qui sonne. Je décroche. Et c'était marqué Nathan, mais parce qu'en fait, je devais aller à une soirée où il y avait un autre Nathan. Et je croyais que c'était l'autre. Je l'ai pas dit. J'ai jamais dit ça, mais je croyais que c'était l'autre. Sinon, je sais pas si j'aurais répondu. Je réponds. Il me fait ouais, Baptiste, c'est juste pour confirmer notre rendez-vous de demain. Tu passes toujours dans les bureaux? Et là, du coup, je suis là en mode ouais, je regarde demain et tout. J'avais rien le lendemain matin à part ça dans l'agenda. Je fais vas-y, ok, vas-y, on va voir ce qu'il dit. Mais vraiment, aucune attente quasiment du rendez-vous, quoi. J'entre dans la pièce, donc avec aucune attente d'un mec que j'ai rencontré il y a un mois en event, avec qui on a parlé 10 minutes, qui m'a pris rendez-vous. 1h30 plus tard, je sors de la pièce en ayant signé un devis à 12 000 balles pour un accompagnement de 6 mois en sales. Donc c'est là où je me suis dit, putain, il est trop fort le mec. Genre, le mec, en 1h30, il m'a fait passer de froid, de ouais, je suis juste là, à je signe un truc à 12K. Alors que je suis pas non plus, enfin ça va, j'avais la trésor du coup pour apparemment, mais enfin je me rappelle même plus, mais c'était pas non plus, voilà quoi. Il m'invite dans son univers. En fait, à cette époque-là, l'idée c'est qu'en gros, tu venais tous les mardis dans le bureau, t'avais que des chefs d'entreprise, des freelances, etc. d'éther, et c'était le loup de Wall Street. Genre, c'était téléphone partout, et ça faisait du call. Le but c'était de blinder sa semaine de rendez-vous. T'arrivais, ça faisait ok, tu prends combien de rendez-vous aujourd'hui? T'avais un tableau avec le nombre avec les prénoms de tout le monde, le nombre de rendez-vous objectifs, les barres et tout. Puis tu sais, tu te faisais challenger fort quoi. Ouais, je prends 3 rendez-vous. 3? Ouais, je note 5. Des trucs comme ça. Et puis tu avais des ateliers aussi sur, après le call, mais aussi tout le reste du process de vente. Comment t'es plus un vidéaste qui se vend juste à la journée, à l'heure, au truc, mais comment tu vends des projets globaux, des accompagnements. Donc c'est vraiment un truc de posture. C'est encore un nouveau step dans l'identité, je pense.
Parce que quand tu arrives, que tu mets 12 000 balles sur la table et que après tu traînes plus qu'avec des mecs trop déter, en fait ton identité encore une fois elle change et c'est ça qui permet de faciliter les actions. Mais il y a eu des folies dans ce truc. Hein. Je faisais des listes et j'appelais des dirigeants d'entreprise parce que le premier truc qu'ils t'apprennent c'est t'appelles le décideur, en gros on se parle le boss à boss quoi. Genre vaut mieux parler à un décideur d'une petite boîte, un dirigeant d'une petite boîte qui est décisionnaire, qui peut envoyer, que parler à un non-décideur. Donc par exemple, ça peut être un directeur marketing, un directeur communication dans mon cas, parce que lui, en fait, il va pas en faire une affaire personnelle que le projet se fasse ou pas. Dans tous les cas, tu n'auras pas la même intensité de conversation, tu pourras pas, il va t'acheter comme une commodité, il va te comparer, te benchmarker, etc. Là où un dirigeant peut aller sur des conversations un peu différentes et plus dans l'action, c'est plus facile quoi. Et donc moi, je me retrouve à appeler des dirigeants, j'ai fait les ESN, j'ai fait des cabinets d'avocats, etc. Et parfois, à prendre des rendez-vous avec des CEO de boîtes de 100 personnes, genre, au plus grand des calmes. Genre, en mode, moi, j'étais le Vidas freelance, mais en fait, dans la posture et tout, c'était... en gros, je t'appelais le gars d'une manière, mais indécente, quoi. Allô François, bonjour François, Baptiste Soukissian à l'appareil. Genre, t'es censé me connaître, tu vois. Je vous appelais rapidement là parce que j'aimerais qu'on prenne rendez-vous. Tu laisses un blanc et du coup la personne est... En fait, elle te catégorise pas comme c'est un téléprospecteur parce que du coup c'était en mode mais non, le gars, je suis censé le connaître, là il y a un bug, enfin c'est pas possible que quelqu'un m'appelle comme ça. Il dit oui, vous pouvez me rappeler juste simplement à quel sujet? Il fait ouais bien sûr, en fait je vous appelle parce que j'ai l'habitude de travailler avec des cabinets d'avocats sur des sujets d'image de marque. Souvent ce dont on s'aperçoit c'est que toute l'acquisition client du cabinet repose sur le fondateur. Donc ça marche, mais ça peut être usant, et puis dans une optique de passation, ça atteint aussi ses limites. Donc il y a des enjeux à construire aussi l'image du cabinet pour construire un actif qui soit aussi cessible plus tard, et du coup les leviers du marketing digital sont bons là-dessus. Donc je voulais vous proposer une conversation sur le sujet, quoi. Ok, machin, et tu prends des rendez-vous. Bon là, mon pitch n'était pas bon parce que je me rappelle plus, parce que je fais plus ça du tout, donc au final je suis plus du tout pertinent pour ça. Et après tu arrives au rendez-vous parce que le rendez-vous, c'est pas une visio là. Hein. Et donc tu arrives comme ça avec ta petite mallette dans un immeuble haussmannien où il y a 4 mètres de hauteur sous plafond. T'as la première secrétaire qui dit une autre personne va venir vous chercher, tu t'assois. T'as une autre personne qui vient te chercher, qui te fait monter l'ascenseur et qui t'amène au bureau du grand patron. Et toi, t'es là, t'étais le vidéaste freelance en fait, de base. Et t'arrives et tu t'assois. Bon, on va parler affaires maintenant. C'était exceptionnel. Bon, ça c'était très drôle. Après, par contre, c'était très fatigant et on verra plus tard que pour moi ça a atteint ses limites aussi, cette manière de faire. Mais en tout cas, ce chapitre-là m'a beaucoup diverti à un moment donné. Après, on va voir que j'ai perdu le flow de ce truc-là après. Et j'ai dû me réinventer. Et là, la leçon à ce moment-là, c'est les personnes de qui tu t'entoures vont faire qui tu es. Et en fait, quand tu es avec, par exemple, Nathan, que j'évoquais tout à l'heure, qu'on embrasse une fois de plus, il est en train de t'expliquer que cette semaine, j'ai signé pour 48 000 € de deal, etc. En fait, sa réalité devient la tienne quelque part. Et il y a un truc de, ok, je vais plus laisser passer des trucs que je laissais passer, parce que je ne suis plus la personne que j'étais. Et ça, c'est un truc aussi auquel j'ai été confronté à un moment, c'est je me suis aperçu qu'à chaque fois que je commençais à nouveau à avoir peur de manquer, je commençais à accepter des contrats que j'aurais pas dû accepter. Ça va être un projet où par exemple tu dis « Ah, c'est facile d'accepter, ça va faire 2 ou 3 cas de CA par exemple. Bon, ils ont l'air un peu relous, c'est pas un truc que j'ai trop envie de faire, mais vas-y, je vais quand même le prendre. » Ou ça va être « Ok, bon, la vente elle est pas terrible, je sens qu'ils me prennent un peu pour... Ils me considèrent pas à la juste valeur, etc. Mais bon, je vais quand même prendre. » Et au final, ça se passe toujours mal. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, c'est la différence entre les relations en fait et les deux types de ventes qui existent et pourquoi il y en a une qui se passe toujours mal et une toujours bien. Il y a la vente plutôt en commodité. Là, ça va être par exemple, tu es en freelance, tu te vends au TJM, tu te vends à la journée, ou même ça peut être du montage, tu te vends à la journée, etc. Ça, en fait, c'est nécessaire pour débuter, c'est absolument nécessaire pour commencer, pour te faire une expérience, etc. Mais par contre, ça va aussi atteindre ses limites parce que il y a des gens, notamment souvent les non-décideurs en plus, qui vont prendre des prestataires comme ça, et puis qui vont en changer régulièrement, En fait, c'est un peu de la chair à canon pour eux. Et du coup, ils ne les considèrent pas d'égal à égal, ils les considèrent de client à prestataire à, en gros, t'es un peu ma pute, quoi, si je parle crûment. Et du coup, ça peut bien se passer,
Mais souvent, quand ça se passe mal, c'est que c'était une relation comme ça en fait. Et que c'était... Parce qu'en fait, dans les relations comme ça, ils vont toujours négocier le prix, ils vont toujours vouloir que ce soit livré plus tôt. En fait, c'est qu'ils te respectent pas, à part si tu tombes sur un client bien et qui sait acheter et qui sait vendre. Souvent d'ailleurs, les gens qui achètent comme ça, c'est aussi qu'ils savent pas vendre de la valeur. Et en fait, leur incompétence à vendre se traduit par une incompétence à acheter. Et du coup, ils se retrouvent à micromanager des prestataires, à en changer tout le temps, à perdre leur énergie pour de la merde. Et souvent, en fait, ils raisonnent aussi quand ils comptent les pièces, en fait. Et du coup, toute l'énergie mentale qui passe à compter les pièces, ils ne la passent pas à construire un truc 10 fois plus gros. Et souvent, c'est limitant comme état d'esprit. Mais le fait est que on peut acheter en commodité, et on achète tous en commodité quand même. C'est juste que si on achète que comme ça, on va être limité, quoi. Et moi-même, j'achète parfois de la valeur, des accompagnements, où je me fais coacher, ça ne me gêne pas de mettre le prix. Et puis parfois, je vais plus acheter en commodité sur des prestations, etc. Le second type de vente, c'est plutôt la vente de valeur. Là, on a une relation d'égal à égal. La personne, elle vient nous chercher parce qu'on est expert sur un sujet. Elle est prête à y mettre le prix pour travailler avec les meilleurs. En fait, il y a un respect mutuel qui est là. Et là, typiquement, ça va être, par exemple, quand je prends un coaching à 12K avec Nathan, je sais que le sujet, c'est pas « Ok, mais il y a combien d'heures dans le coaching ?» et tout. C'est genre « Ok, on y va pour 6 mois ensemble. Le cadre de l'accompagnement, en gros, c'est ça, mais je suis avec toi, on va te faire gagner, quoi. » Et du coup, ça change toute la perspective. Ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, tu peux avoir des excellents deals sur de la vente de valeur. Et en fait, c'est pas juste que tu as vendu plus cher un truc. C'est que tu es sur une relation qui va marcher. Et moi, j'ai certains clients avec qui je travaille depuis des années et ça marche parce que la relation marche. Et je parle pas même juste du fit humain. Le fit humain en fait partie, mais c'est surtout, en fait, ils ont besoin d'un truc. Moi, je suis le bon expert pour le faire. Et nos modes de fonctionnement s'alignent et donc c'est durable et on va pouvoir construire dans le temps. Pour une relation qui marche et qui dure des années, il y en a 2-3 qui vont pas marcher parce que c'est normal en fait. Peut-être qu'on va juste pas s'entendre, peut-être qu'en fait, je suis pas exactement le profil dont tu avais besoin, peut-être qu'en fait la manière dont toi tu fonctionnes, elle est pas compatible avec la manière dont moi je fonctionne. C'est normal en fait, c'est comme dans les relations amoureuses quoi, c'est juste voilà. Ce que je voulais dire, c'est que dès que la peur de manquer va ressurgir, moi ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai accepté des deals que j'aurais pas dû prendre, où j'ai vu que les gens m'achetaient en commodité, donc j'ai vu qu'ils me prenaient pour le petit prestataire qui va faire les vidéos. Ils n'ont pas perçu la valeur que je pouvais leur offrir. Peut-être que j'avais pas la valeur à leur offrir en fait, simplement, et que moi j'ai de la valeur sur d'autres sujets, mais sur cette vente-là, peut-être que je l'avais pas aussi et que je l'ai pas vue, ou que du moins je l'ai négligé. Et du coup, en fait, j'ai accepté des deals à un moment où tu te retrouves dans une relation foireuse, où le client te dit veut toujours te rabaisser ton prix, te dégrade du coup, veut toujours le truc plus vite, te parle mal, etc. Et en fait, ça snowball, parce que souvent c'est les clients qui sont pas rentables en plus. Ah si, j'ai eu des dingueries, mais je peux pas tout raconter, mais c'est les clients qui sont pas les plus rentables en plus, et qui te bouffent 80% de ta bande passante mentale et de ton énergie. Et eux, ils te foutent en l'air. Parce que concrètement, toute cette bande passante et cette énergie qui te bouffe, tu n'es pas en train de l'investir à aller gagner des bons clients. Et du coup, tu t'enfermes dans un truc où tu as encore plus peur de manquer parce que tu as encore moins, et c'est un cercle vicieux. Et ça, c'est même pas un sujet de choix stratégique business ou de tactique business, c'est un sujet d'identité. C'est que tu as commencé à devenir un mec qui commence à plus assez se respecter. Tu as commencé à devenir un mec qui a baissé sa garde en fait. Et là, je dis « t'as », mais en fait, moi, je me suis retrouvé là-dedans. J'ai fait ce constat-là, je crois que c'était peut-être en décembre 2023, janvier 2024 ou un truc comme ça, où je me suis dit « putain, en fait, là, j'ai trop baissé ma garde dernièrement. » Je me suis laissé envahir par des projets que j'aurais pas dû faire, en fait. Pourquoi? Parce que j'avais peur, j'avais la flemme d'aller retourner prospecter, pour des mauvaises raisons, quoi. Et donc, du coup, mon identité tout entière change parce que je deviens un mec qui baisse sa garde, je deviens un mec qui accepte des trucs où en fait il sait qu'il devrait pas, je deviens un mec qui prospecte moins, je deviens un mec à qui on commence à mal parler. Et là, c'est là où je me suis dit, ok, bon, on s'est bien marré, là, on va arrêter les conneries, on va faire un grand reboot et arrêter toute cette merde. Le deuxième truc, c'est que je commençais à construire un business qui me plaisait plus en fait. Et ça, j'en parle dans une grosse vidéo sur la chaîne que j'ai postée là, 1000 jours à la poursuite de mes rêves, où c'est tout filmé. C'est en fait, tu commences à te dire, ok, bon là je prends tous les projets et tout pour le cash, tout ça, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Parce que là, en vrai, si je regarde ma semaine, elle me fait vraiment pas kiffer. Et ça, le déclic que j'ai eu, c'est Nathan, à un moment dans un coaching, qui me dit, mais est-ce qu'elle te fait kiffer là ta semaine quand tu regardes ton agenda là, elle te fait kiffer ou pas la semaine qui arrive là? Et je me suis dit, bah non, pour elle me poser cette question, évidemment qu'elle me fait pas kiffer, c'est horrible, genre, enfin c'est pas horrible, mais c'est chiant, genre, c'est trop chiant.
Et après, je me suis dit, attends, mais s'il me pose cette question, c'est que lui, il a l'air de kiffer sa semaine. Il y a peut-être une couille là. J'ai regardé l'agenda, j'ai fait, en fait, j'ai trop de projets là que j'ai pris pour la thune, mais s'il n'y avait pas l'argent, j'aurais pas fait ça. En fait, si je regarde mon agenda, quelle tâche j'aurais pas fait s'il n'y avait pas l'argent? Bah rien. Tout m'a saoulé là. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, mais c'est pas censé être comme ça en fait. Je viens de comprendre, mais j'avais enfoui ça, mais si tu veux construire un grand truc, normalement, t'es censé kiffer. Et d'ailleurs, je me souviens quand je kiffais pendant le Covid, et que je faisais mes vidéos, j'ai jamais été autant prolifique que quand je kiffais. Donc là, en fait, je suis en friction, je suis en train de bourriner et tout. Et moi, c'est ça mon défaut aussi, c'est que je peux être très discipliné et tout. J'ai réussi à faire des meilleures écoles d'ingé de France alors que je détestais. Donc ce qui est bien, parce que du coup c'est la force du truc, c'est que du coup ça arrive à me mettre en mouvement. Mais le défaut, c'est qu'aussi j'arrive à m'infliger des trucs que je devrais pas faire en fait. Et donc là, je me suis dit lol, ok, fuck, je prends mon emploi du temps, je vire tout ce qui me saoule. Et c'est là que j'ai décidé de lancer YouTube, de lancer la chaîne YouTube. Je faisais déjà des petites vidéos par-ci par-là, mais elles n'avaient pas d'intérêt spécialement business. Et c'est là que j'ai décidé de prendre le sujet vraiment au sérieux. Et je me suis dit ok, oh, c'est le tonnerre là. Prendre au sérieux, c'est bien, mais ça veut rien dire. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, ok, je vais allouer un jour par semaine à peu près ou plus à la création de contenu. C'est bloqué, c'est un rendez-vous avec moi-même et ça, il n'y a rien qui ira par-dessus. Et je vais sortir une vidéo par semaine pendant 3 mois et on verra ce qui se passe. J'ai commencé, première vidéo, 90 vues. Tu te dis, bon, on va quand même continuer à prospecter à côté. Et puis finalement, après, je me dis, mais vas-y, fuck, ça me saoule et tout, j'en ai marre. Enfin, en fait, c'est même plus que je me suis dit que ça me saoulait, j'avais plus envie en fait d'aller prendre le téléphone, j'étais dégoûté quoi, genre j'avais plus du tout la niaque que j'avais quelques mois avant à faire mes cold calls, à aller faire des ventes et tout. En plus, il y a quelques mois, je faisais les premiers mois à 20, 30K, 35K, je crois, c'était Enfin, en fait, j'avais même fait un mois à 50, mais après, j'ai 2 projets qui se sont annulés, donc ça va retomber à 35. Et tant mieux, parce que j'aurais juste pas pu les délivrer, je pense. J'étais un peu trop greedy. Donc j'ai bourriné YouTube. Là, c'était encore en force, hein, parce que du coup, j'avais quand même tout le reste à gérer. Et au final, ça prenait quand même 1 jour et demi, 2 jours de taf quand même pour écrire, tourner, monter la vidéo. Parce qu'on se rend pas forcément compte comme ça, mais je tryhardais quand même bien le montage et tout au début. Donc maintenant, c'est plus du tout le cas, parce que j'ai délégué plein de trucs et je vous en parlerai après, mais au début, c'était du charbonnage. Et du coup, j'ai comme ça commencé à prendre un momentum sur YouTube. Et un jour, j'ai une vidéo sur Hormozy qui a pété, qui a fait 20 000 vues. Et surtout, des vues très quali. C'est-à-dire, je regardais les commentaires et j'étais sur une communauté à très fort PIB. Si on raisonne comme si c'était un pays, moi, il y avait que des entrepreneurs, que des mecs, la plupart je connaissais, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est une folie. Donc, et puis est venu le moment où j'ai fait, bon, allez, fuck, c'est bon, fini les conneries là, de faire des projets sur tous les types de vidéos, tout prendre et tout, comme... c'est l'apocalypse. Bref. Et du coup, je me suis dit, allez, focus YouTube, je suis spécialiste YouTube maintenant, je délègue tout ce qui n'est plus YouTube. Et là, ça a été game changer, ça. Et en fait, l'alignement de tout ça a fait que j'ai commencé à reprendre un peu confiance peu à peu dans le truc. Mon estime de moi, elle a re-augmenté. Et là, tout s'est aligné. À partir de là, tout s'est aligné. J'ai Jérémy Coleman, qu'on embrasse, s'il regarde la vidéo, qui m'a fait des énormes passes D aussi, que je salue, qui m'a mis en relation avec des gens, etc. Donc je lui dois beaucoup là-dessus. J'ai rejoint le mastermind de Gérald Fort, Entreprendre, où là, il n'y a que des entrepreneurs avancés. Donc encore, dans cette idée d'identité, elle a encore évolué d'un step encore. Et j'ai poncé YouTube. Et surtout, YouTube a commencé à me rapporter des rendez-vous. Et alors, quand j'ai vu des rendez-vous qui apparaissaient dans mon agenda, parce que j'ai fait des vidéos YouTube, donc une activité que j'aime profondément, et que j'avais plus besoin de prospecter, mais là, ça a été une folie dans ma tête, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, quoi. Genre, là, je fais une vidéo, j'ai 3 rendez-vous qui tombent, par exemple, et les rendez-vous, les mecs, c'est pas comme un rendez-vous de call call, où le call call, les mecs, il est au niveau de méfiance au max et tout, hein. Quand tu arrives dans le rendez-vous, faut ressortir les rames, mais le rendez-vous, il est dur, hein. Tout à l'heure, je décrivais l'aspect marrant, mais c'était dur. Genre, quand tu te fais 4 rendez-vous où tu vas à tous les coins de Paris, c'est pas agréable, hein, genre. Alors que là, c'est un mec qui arrive qui dit, bon, écoute, j'ai vu tes vidéos, j'adore, moi j'ai besoin de l'aide sur ça, machin. Et à la fin, il est trop chaud, le gars. Et du coup, j'ai mes premiers clients via YouTube comme ça. Donc là, déclic mental, je me dis, bon, allez, vas-y, all in là-dessus. Et quand je dis que tout s'est aligné, c'est vraiment au même moment, j'ai pris un
un coach sportif pour me faire un programme. Donc du coup à la salle de sport j'y allais, je faisais un vrai programme, etc. À côté je faisais aussi du judo encore. J'ai commencé à faire gaffe à mon alimentation, machin. Et l'identité a encore changé vers un truc de vas-y maintenant je me respecte à fond et je fais ce que je veux quoi. Alimentation carrée, sport carré, emploi du temps, j'ai commencé à mettre des gros stops, à bloquer des plages de deep work où personne ne me dérange, à prendre le sujet au sérieux. J'ai bourriné YouTube, j'ai commencé à avoir de plus en plus de leads qui arrivaient. À partir de là, tout a accéléré en fait. Tout a accéléré. Je me suis fait accompagner aussi par l'équipe de Jérémy sur comment on structure des offres d'accompagnement, comment on structure le truc. Tous les gens qui venaient me voir en fait sur YouTube, ils me demandaient de l'aide en fait sur le conseil stratégique pour leurs vidéos. Moi, j'avais pas d'offre là-dessus au début. Donc du coup, je leur disais, je vais te faire un petit consulting en one-to-one à 1000 balles, voilà comme ça. Donc j'en ai fait 2, 3, 4, 5, peut-être une dizaine, un truc du style, un peu moins. Et je me suis dit, ok, comment maintenant je fais un truc sérieux vis-à-vis de ça, quoi, parce que moi, j'ai pas un temps illimité. Et c'est un entrepreneur, donc Louis Esquier, qu'on embrasse s'il nous regarde, dans le mastermind de Gérald, qui m'a dit, en vrai, tu prends un petit groupe, tu prends 5-10 personnes, tu leur fais un truc de 2 mois, un bootcamp, tu fais entre 1 et 2K la place, tu prends entre 5 et 10K pour faire ça, et puis chaque semaine, tu animes un call. Avant le call, tu prépares de la matière et tout, et voilà. Et donc j'ai fait ça, et ça a sold out, donc j'ai pris, je crois que j'avais pris 6 personnes. Et du coup sur l'été, semaine après semaine, je préparais mes calls, je passais quelques heures avant chaque call à préparer le truc. Et en fait, à la fin de l'été, j'avais un programme complet YouTube qui était là, qui existait, qui était éprouvé par les feedbacks des gens. Et du coup, je me suis dit, là c'est magnifique, sauf que j'ai pas envie de refaire bootcamp à la chaîne, parce que en fait c'est assez stressant, tu dois trouver assez de personnes pour lancer la promo. Sinon, si tu n'as pas assez de gens, c'est un peu plus galère de lancer le groupe. Il y a un lancement, donc tout ton chiffre il se joue sur une date et tout. Et moi, je voulais un truc pas prise de tête. Et donc là, j'ai passé le programme en Evergreen sur les conseils de Jérémy, son équipe et tout. Et Evergreen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client arrive, il peut rentrer à n'importe quel moment dans le truc, ça dure 3 mois et voilà. Toutes les semaines, il y a un call de groupe, tu peux venir, mais c'est pas un call où il y a un sujet que moi je fais pas une présentation, c'est genre tu viens avec tes sujets, on te débloque et on te fait avancer. Les gens ils trouvent la valeur, moi je kiffe délivrer. Au final c'est très bien payé du coup parce que comme je délivre en groupe, si tu rapportes au TJM, c'est une dinguerie. Et on se régale et c'est le dream. Tout devient plus clair quoi parce que tu te dis du coup j'ai cette offre là qui marche, j'ai des clients très avancés sur YouTube où on fait toutes leurs vidéos pour eux, offre plus chère. Tout le reste maintenant je peux tout refuser, je sais qu'il n'y a pas d'ambiguïté, je prends pas. J'ai juste à faire des vidéos, il y a des gens qui viennent, ils vont sur une offre ou l'autre, tout est structuré pour. J'ai des équipes qui, sur l'agence vidéo YouTube, j'ai des monteurs, j'ai une YouTube manager aussi qui m'aide beaucoup. J'ai mon emploi du temps où il y a des plages, il y a la journée, lundi je gère tout ce qui est en rapport avec l'agence, mardi c'est plutôt deep work, mercredi j'ai les calls de groupe avec les potentiels clients, les sales calls de l'après-midi, jeudi c'est plutôt genre deep work YouTube, blablabla, enfin tout est carré, je sais ce que j'ai à faire, etc. et c'est kiffant. Et c'est facile. Et là, je pense que l'apprentissage à ce moment-là du truc, c'est pas linéaire, en fait, la croissance. Parce que, en gros, c'est exponentiel, donc ça a pris des millénaires au début. Genre, les 2-3 premières années, ça a pris des millénaires. Et là, d'un coup, ça skyrocket et tout se clarifie. Parce qu'en fait, avant, c'est juste que il manquait les compétences, la réputation, les références, et le plan et aussi l'entourage qui permet d'avancer très vite. Mais après, une fois que toutes ces conditions sont... Tant que c'est pas réuni, ça fait un peu... ça déconne. Dès que c'est réuni, ça skyrocket en fait. Ça va nécessiter de développer des compétences et tant que tu les as pas au début, c'est normal que ça patine. C'est juste des compétences, ça s'apprend, tout le monde peut les apprendre. Le tout, c'est d'être accompagné des bonnes personnes. Plus tôt tu te fais accompagner des bonnes personnes, plus ça va aller vite. Et ce qui va te freiner, c'est globalement du mental. Sur ces 3 ans, il y a plein de moments en fait où c'est juste une décision qui a tout changé, mais si j'avais réussi à condenser dans le temps cette décision-là, elle à prendre 3, 4, 5, 6 mois plus tôt, j'aurais juste gagné 6 mois en fait. Et souvent, on va se retrouver dans des statu quo, des trucs qu'on fait pas, qu'on devrait faire, on le sait presque au fond de nous, ou alors on le sait pas et il faut qu'un coach nous montre notre angle mort. Mais en fait, si on le fait, ça débloque le truc. Par exemple, moi quand je suis resté bloqué à la phase agence, truc que j'aime pas trop, je suis resté bloqué, je pense, il y a eu peut-être 6 mois vraiment où je faisais à peu près le même chiffre tous les mois, ça progressait plus trop, et je perdais un peu de l'énergie tous les mois encore plus, et jusqu'à une réalisation, etc., qui fait passer au truc d'après. Mais c'est mental, hein, c'est vraiment un choix et tout.
Mais ce choix, j'aurais pu le prendre 4 mois avant, hein, il s'est rien passé pendant les 4 mois d'incroyable en fait. En fait, quand tu te retrouves dans une situation où tu n'apprends plus rien, si tu continues de mettre les mêmes inputs dans le système, il n'y a pas de raison que ta vie change quoi. On n'est pas là pour finir le jeu, prendre son cash et partir sur les îles. Les gagnants du loto, c'est les gens qui font les plus grosses dépressions qui existent. On est là pour jouer à un jeu qui est cool, dans lequel on peut continuer de jouer pendant encore 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et en fait, si on raisonne à 10 ans, 20 ans, tout devient plus cool en fait. Parce que déjà, on se met moins la pression du quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas atteindre ses objectifs et tout, mais ça veut dire qu'il y a un truc apaisant de « ok, en fait, chill, c'est ok si ça prend du temps ». C'est pas une raison pour éviter les tâches, pour éviter ce qui nous fait peur et ce qui nous fait grandir. Mais c'est plus cool. Et surtout, si tu veux jouer à 10, 20, 30 ans, tu es obligé de te reconnecter à un truc important pour toi, un truc où tu vas vraiment vers quelque chose vers lequel tu te sens appelé ou un truc qui a du sens. Et comment je peux me reconnecter à un truc vibrant, quoi, à une quête enthousiasmante. J'interromps la vidéo 30 secondes pour vous faire une proposition inédite. Je vais lancer un accompagnement pour devenir expert YouTube. Il y aura 5 places pour les bêta-testeurs. Je vous explique tout. L'idée, c'est que devenir expert YouTube, ça a tout changé pour moi. Avant, je devais prospecter, c'était relou. Je savais jamais vraiment d'où viendrait mon prochain client. Je devais accepter un petit peu tous les projets. Du coup, je travaillais de plus en plus, c'était chiant. Et du coup, en devenant expert YouTube, pour le coup, ça m'a permis d'attirer des clients qui veulent vraiment travailler avec moi, de vendre de la valeur, facturer plus cher, puis de vraiment avoir une activité rentable et puis aussi fun à délivrer. Le but de cet accompagnement, dans un premier temps, ça va être d'apprendre la compétence métier YouTube pour avoir une compétence qui est demandée sur le marché et qui a de la valeur, plus que le montage, le cadrage ou le community management. Ensuite, ça va être de créer sa propre offre basée sur la valeur et pas sur le temps que vous y passez. Ça permettra du coup de facturer plus cher, d'apporter plus de valeur aux clients qui seront contents et qui resteront, qui vous recommanderont, et puis de plus se faire négocier ses prix ou comparer avec les autres prestats. Ensuite, le troisième point, c'est qu'on va créer votre propre canal d'acquisition pour attirer à vous les meilleurs clients qui veulent vraiment travailler avec vous et puis que ce soit prédictible d'un mois à l'autre. Et puis enfin, on va apprendre à systématiser et déléguer pour vous dégager du temps libre et puis au final ne faire plus que les tâches cool. Alors pourquoi je vous propose ça? Premièrement parce que moi je kiffe transmettre et c'est super fun pour moi, et aussi parce que j'ai trop de demandes sur mon agence YouTube, donc j'ai plus la bande passante pour tout prendre. Donc l'idée c'est de dire que si je vous forme en tant qu'expert YouTube, demain je pourrais aussi vous placer chez des nouveaux clients et vous faire des passes D pour valoriser cette demande entrante, quoi. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en dessous pour prendre un call avec moi. Traînez pas trop parce qu'il y aura juste 5 places pour les bêta-testeurs et j'ai déjà pris quelques calls, donc au moment où vous regardez cette vidéo, je ne sais pas trop où on en est en termes de places. Merci pour votre attention. Bref, on s'est tout dit pour aujourd'hui. Vous pouvez me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Je vous avoue que c'est total freestyle. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler de ça, je vais allumer la cam. Si vous voulez du concret, vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne sur lesquelles il y a du coup plus de la matière actionnable sur YouTube, comment créer votre propre stratégie de contenu à vous pour aussi attirer les clients qui vous font vraiment kiffer. Ça va être un kiff. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao.